Le sujet que j'aborde aujourd'hui est pour moi un des sujets majeurs en lien avec les troubles du comportement alimentaire. C'est ce qui permet de comprendre le tout de mon point de vue. Ça concerne les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie, autant qu'hyperphagie, et qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Et ça concerne surtout les personnes qui se sentent, quoi qu'elles fassent, grosses, moches, repoussantes, tout sauf attractives. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous aider à comprendre quel est l'intérêt qu'a votre inconscient de vous faire vous sentir moche plutôt que belle, repoussante plutôt que attirante, répugnante plutôt que excitante. Et pour vous aider à comprendre ce qui suit, je vais être contrainte de me mettre pendant quelques minutes à peine sur la colline d'un pervers sexuel, sur la colline d'un pédophile. Je m'en excuse, ça va être un peu désagréable et pour moi et pour vous, mais ça a son importance, vous le verrez. Donc, sur la colline d'un pédophile, si on se place, on pourrait dire dans le corps d'un pédophile, d'un pervers sexuel. Il est soumis à une pulsion perverse à l'intérieur qui le pousse irrésistiblement en direction de l'enfant et qui le pousse à faire ce qu'on pourrait dire des saloperies à un enfant. L'image que j'ai, c'est un peu comme s'il y avait un immense monstre derrière lui qui, avec ses deux pattes, le poussait en direction de l'enfant et avec sa voix le harcelait mentalement jusqu'à ce que le pédophile ait obéi, jusqu'à ce qu'il ait, on pourrait dire, craqué. Le pédophile, lui, il sait très très bien que c'est sa perversion qui le pousse, qui l'amène à mal se comporter, c'est peu dire, à mal se comporter sur l'enfant. Mais l'enfant, lui, sur sa colline, il voit quoi ? Il voit une personne supérieure en âge à lui, peut-être un adolescent, un adulte, une personne âgée, de genre masculin ou féminin, sachez que les deux existent, qui est censé faire partie des gens en qui l'enfant a confiance, aux côtés de qui il se sent en sécurité. Ce sont souvent des personnes aux côtés de qui l'enfant s'est déjà senti en confiance et en sécurité, qui d'un coup adoptent un comportement anormal qui les met mal à l'aise, qui les fait se figer, sidérer, qui leur fait avoir peur, comme si l'adulte s'était comporté comme ça à l'égard de l'enfant parce que l'enfant aurait été irrésistible. En gros, le pédophile, lui, sait très très bien qu'il merde, que c'est lui qui a un problème, que l'enfant n'y est pour rien. Mais l'enfant, lui, de son côté, va se mettre à croire qu'il y est pour quelque chose, qu'il a comme un espèce de pouvoir d'attractivité sur les adultes qui lui échappe, et il va se mettre à chercher qu'est-ce qui, en lui, comme qualité, a bien pu être à ce point irrésistible au point de subir ce qu'il a subi. Peu importe l'âge qu'a l'enfant au moment des premières violences sexuelles subies, ça fait déjà un bout de temps que depuis sa naissance, cet enfant reçoit des compliments de la part de ses proches ou d'inconnus dans la rue. Des compliments à l'égard de son apparence, « Oh, mais quelle jolie petite fille, quel joli petit garçon !» Des compliments à l'égard de ses compétences, « Oh, mais qu'est-ce qu'elle parle bien, qu'est-ce qu'il court vite !» À l'égard de son charisme, de sa vitalité, « Oh là là, mais quel enfant en pleine vitalité, en pleine santé, oh là là, mais c'est épuisant ! Tellement il est, ou elle est dynamique, ou à l'inverse, oh là là, mais quel enfant calme, c'est merveilleux !» Ou encore des compliments à l'égard, je sais pas, de capacité intellectuelle ou de capacité à faire des blagues, bref, des compliments. Quel que soit l'âge où la première agression a lieu, ça fait un bout de temps que le cerveau de la personne concernée, de l'enfant concerné, a stocké une liste de compliments, une liste de qualités chez lui, qui vont être envisagées par l'inconscient comme des causes potentielles de ce qui lui est arrivé. On m'a dit quand j'étais petite que j'étais belle. Là, il y a un espèce de taré qui m'impose des trucs comme si j'étais irrésistible. C'est que peut-être ma beauté a causé cette attractivité-là. Et c'est peut-être ma beauté qui a fait qu'on m'a fait ces trucs-là. Et ça va donner un inconscient d'enfant qui va se dire « Ok, peut-être que c'est arrivé parce que j'étais beau et belle. Peut-être que c'est arrivé parce que j'étais bien habillée. Peut-être que c'est arrivé parce que j'étais joyeux, drôle et que je faisais des blagues. Peut-être que c'est arrivé parce que j'étais à pleine vitalité, à plein charisme. Peut-être que c'est arrivé parce que j'étais intelligent, parce que j'avais déjà une bonne élocution. Peut-être que c'est arrivé parce que. L'inconscient va dresser une liste la plus exhaustive qui soit sur les raisons probables
éventuelle de cette agression. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi ça, peut-être que c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et dans le doute, l'inconscient va se mettre à retirer à cet enfant ses qualités par peur que ça attire à nouveau à lui ou à elle cette perversion, et on pourrait dire pour le maintenir en sécurité. Donc si enfant, vous avez été victime d'abus sexuels, et qu'après avoir entendu des compliments sur vous, votre inconscient s'est dit « c'est peut-être parce que vous étiez belle que ça vous est arrivé », votre inconscient sur cette question de la beauté aura deux choses à faire. La première, vous poussez en direction de comportements qui atténuent votre beauté, vous faire vivre en subluxation, en dessous de votre lumière, ou deux, vous faire croire que vous êtes moche. Que ce soit vrai ou faux, l'inconscient a ce pouvoir de vous faire croire que vous êtes moche. Si votre inconscient s'est dit c'est parce qu'elle était intelligente et cultivée et avec une bonne élocution que ça lui est arrivé, l'inconscient a deux choses à faire. Soit diminuer votre capacité d'élocution, diminuer votre éloquence, diminuer votre intelligence, ou deux, vous faire croire que vous êtes bête et que vous parlez mal. Si votre inconscient a cru que c'était parce que vous étiez à pleine vitalité, punchy comme enfant que ça vous est arrivé, il va avoir deux choses à faire. 1. Vous diminuer cette vitalité, ou 2. Vous faire croire que vous n'êtes pas assez pleine de vie pour être plaisant, attirant, attirante, sexy aux yeux des prédateurs en fait. Et vous avez compris le mécanisme. Si votre inconscient a retenu l'une de vos qualités comme une cause potentiellement probable de ce qui vous est arrivé, il va tout faire, soit pour vous enlever cette qualité et vous la diminuer, soit pour vous faire croire que vous ne l'avez pas. Et quoi de mieux de vous à moi qu'un trouble du comportement alimentaire pour diminuer chacune de vos qualités, n'est-ce pas ? J'ai rarement entendu une personne souffrant d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie me dire « je me sens canon, oh là là, je me sens d'une beauté, je me sens sexy, je suis irrésistible ». Jamais. Je n'ai jamais entendu une personne souffrant de TCA me dire « oh là là, grâce à ce TCA, vraiment, je suis en pleine vitalité, j'ai la patate, ça me met une pêche, cette façon de m'alimenter ». Jamais. Je n'ai encore jamais à ce jour entendu une personne qui s'affame, qui se gave ou qui cherche à éliminer le peu ou la grosse quantité de ce qu'elle a ingéré, qui cherche à éliminer sans arrêt, ou qui serait obsédée par le sport ou autre, me dire « oh là là Barbara, qu'est-ce que l'image de moi grandit à chacune de mes compulsions d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Oh là là, à chacune de mes crises, j'ai une estime de moi grandissante, je suis de plus en plus fière de moi, je me vois comme quelqu'un de génial, que n'importe qui aurait la chance d'avoir dans sa vie. » Jamais, jamais, jamais. Le trouble du comportement alimentaire soit détruit votre beauté, soit détruit l'impression que vous avez d'être beau ou d'être belle. Le trouble du comportement alimentaire détruit votre santé, détruit votre vitalité, votre dynamisme. Le trouble du comportement alimentaire détruit votre joie de vivre. Le trouble du comportement alimentaire détruit l'image que vous avez de vous, l'estime que vous avez de vous, empêche toute possibilité d'être fier. On peut dire qu'un trouble du comportement alimentaire permet de vivre en subluxation, en dessous de votre lumière. Au quotidien, consciemment à vivre, c'est un cauchemar, c'est une horreur. Soyons clairs, on est en enfer sur Terre quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Mais sur un plan inconscient, être en dessous de la lumière, de sa propre lumière, c'est être invisible comme si on avait la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Votre inconscient pense vous mettre en sécurité en utilisant, en exploitant cette stratégie du trouble du comportement alimentaire. Parce que il est fort à parier que si là maintenant, avec un coup de baguette magique, mais sans changer vos ressources, sans changer votre capacité à vous défendre de ce que vous percevez comme une tentative d'agression, notamment sexuelle. Donc on change pas vos ressources, vous savez toujours pas vous défendre, mais on vous fait aller vous balader dans la rue, avec des inconnus autour, dont vous connaissez pas les intentions, en étant beau, belle, charismatique, en vous sentant intelligent, en vous sentant rayonnant de vitalité, de joie de vivre, en mode phare dans la nuit, eh ben, il est fort à parier que vous soyez terrorisé rien qu'à l'idée de sortir dans ces conditions. Ou en tout cas, même si vous n'en avez pas conscience, votre inconscient engendrerait tellement de terreur que vous ne pourriez pas sortir en étant beau, intelligent, visible, rayonnant, joyeux, charismatique. Ou pas sans garde du corps en tout cas. Pas sans une personne qui assure votre sécurité auprès de vous.
Parce que ce serait l'équivalent aux yeux de l'inconscient, ce serait l'équivalent d'une biche qui devrait se balader avec un gilet orange fluo en pleine période de chasse en forêt. Aux yeux de l'inconscient, vous laissez être à plein potentiel de beauté, d'intelligence, de charisme, de vitalité, de santé, c'est vous rendre beaucoup trop visible des agresseurs potentiels. C'est être une proie idéale. Et il est hors de question pour votre inconscient de vous jeter dans la gueule du loup, bien sûr. Lui, il est là pour vous protéger. Donc, on comprend là que pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire, aller réapprendre au cerveau à manger normalement, comme si on lui disait « t'es trop con pour avoir compris qu'il fallait manger des légumes, des glucides, des fruits et des protéines et des bons lipides, des bonnes graisses pour que tu puisses bien boire de l'eau, etc. » Il est pas con le corps, il sait très très bien ce qu'il faut manger pour être en équilibre. L'inconscient, il le sait. Ça sert à rien d'aller apprendre, enfin ça sert à rien, si ça sert à quelque chose, mais ça ne permet pas de guérir le trouble du comportement alimentaire que de chercher à réguler son alimentation. Parce qu'il y a toujours les prédateurs dehors, et vous n'êtes toujours pas capable de faire face à ces prédateurs. On comprend bien que si la biche sort en mode, comment est-ce que je pourrais dire, bien séduisante aux yeux d'un chasseur, bien charnue, avec des courbes généreuses, qui fait que le chasseur va se dire « je vais me régaler quand je vais la bouffer celle-là ». La biche, on va pas lui dire « si, vas-y, mange ce qu'il faut ». Pour avoir un poids santé, pour avoir un poids beauté, pour avoir un poids vitalité, comme ça le chasseur va bien avoir envie de te croquer. Non, la biche, au moment où vous lui présentez de l'herbe équilibrante au niveau de son corps, elle va vous envoyer paître. Donc la biche va vous envoyer paître et vous dire non, moi, si j'ai besoin d'être toute maigrichonne pour éviter qu'on me bouffe, je serai toute maigrichonne, allez vous faire voir, moi, je prends pas ce risque. Si à l'inverse, c'est plutôt l'inconscient qui a cru que c'était les biches toutes minces qui étaient abusées sexuellement, la biche va tripler de volume, elle va ressembler à un mammouth en se disant voilà, je suis peinarde parce que les chasseurs qui ont envie de me bouffer sont des chasseurs qui n'aiment que les minces toutes fines. Donc moi, en étant triple épaisseur, je ne risque rien. Ou en tout cas, je risque moins. Le jour où la biche est suffisamment solide pour échapper aux chasseurs, elle a plus besoin de sa cape d'invisibilité. Donc les stratégies alimentaires ne font que stresser l'inconscient parce que en mangeant équilibré et en vous rapprochant petit à petit d'un poids de beauté, d'un poids de santé, d'un poids d'équilibre, d'un poids de vitalité, de charisme, arrive un moment où vous approchez un stade de beauté, de vitalité, de charisme critique aux yeux de l'inconscient, qui est celui qu'il a repéré comme étant potentiellement celui qui avait déclenché l'agression, à tort. Mais néanmoins, lui, on est persuadé. Donc bien sûr que vous allez commencer à faire des efforts alimentaires et que ça va marcher, et qu'à un moment donné, alors que vous commencez à vous sentir plus beau, plus belle, plus en vitalité, plus en santé, l'inconscient d'un coup va paniquer et vous faire valdinguer en arrière, va vous faire basculer en arrière, va vous faire régresser dans votre santé et va parfois doubler votre quantité de troubles alimentaires. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, si je la laisse faire, cette personne, elle va au casse-pipe. Si je la laisse faire, elle va se faire tuer. Si je la laisse faire, elle va se faire agresser sexuellement. Et ça, il peut pas laisser faire. Il est là pour vous protéger. Vous me direz, qu'est-ce qu'on fait alors en psychothérapie active ? En psychothérapie active, on apprend à ne plus avoir peur d'être sur Terre, alors que sur Terre, il y a potentiellement des agresseurs et des tentatives d'agression. En psychothérapie active, on apprend au corps à défiger quand il a peur, mais au contraire à rester en mouvement pour pouvoir se défendre. En psychothérapie active, on apprend au corps à rester dans la parole de défense quand on est sur le point d'être agressé ou en train d'être agressé. En psychothérapie active, on réapprend au corps à retrouver des forces dans les bras, dans les jambes pour attaquer, pour se battre, pour s'enfuir. En psychothérapie active, on réapprend à l'instinct, à hurler bien avant que l'agression n'arrive, qu'il y a quelque chose qui pue et qu'il faut partir, et on apprend à répondre à cet instinct avant même de chercher à vérifier s'il a raison ou tort. Et en psychothérapie active, on va surtout aller aider votre corps à se faire aider à l'endroit où il n'a pas pu être aidé dans votre passé. Une personne qui est victime d'agression a besoin, pour que cette agression puisse être comme digérée, intégrée et dépassée, sans que ça ait d'influence négative sur votre présent aujourd'hui, il y a tout un tas de choses à faire qui n'ont pas pu être faites.
Parce qu'au moment de l'agression, vous avez figé. Parce qu'au moment de l'agression, vous avez dissocié. Parce qu'au moment de l'agression, le souvenir s'est logé dans une zone du cerveau auquel vous n'avez pas accès. Parce qu'au moment des faits, vous n'avez pas pu en parler, vous avez peut-être gardé ça pour vous, et que donc, vous n'avez pas pu être ni sauvé, ni consolé, ni réparé derrière. Ce truc-là, c'est comme si il était encore sur pause dans votre corps, comme si c'était un film d'horreur qui avait commencé. Et au moment de la dissociation qui a été mis sur pause. Donc tout ce que vous vous disiez à ce moment-là est sur pause. Tout ce que vous avez ressenti corporellement est sur pause. Tout ce que vous avez éprouvé émotionnellement est sur pause. Toutes les impressions de devenir fou que vous avez vécues à ce moment-là ou de vous effondrer sur vous-même ont été mises sur pause. Et attendent de terminer leur processus. Face à une agression, le corps est naturellement programmé pour figer et défiger. Vous, si vous avez été victime d'abus sexuels et que vous avez aujourd'hui un trouble du comportement alimentaire, c'est que votre corps a figé, mais n'est pas allé jusqu'à la fin du processus, n'est pas allé jusqu'au défigement et jusqu'à la reprise de votre puissance. Bref, on en reparlera en séance. Mais entendez que ce trouble du comportement alimentaire aujourd'hui est là pour vous protéger. Il le fait d'une manière atroce, qui bouleverse votre vie, qui fout la merde, on est d'accord? Vous êtes en train de vivre un cauchemar sur Terre. Je suis d'accord avec vous. Mais entendez bien cette clé, qui est qu'il va falloir vous sentir en sécurité sur cette Terre, où il existe des agresseurs potentiels, des agressions potentielles, des potentielles tentatives d'agression, et notamment sexuelles, pour que votre trouble du comportement alimentaire puisse lâcher. C'est pas « je fais d'abord lâcher le trouble du comportement alimentaire, je deviens beau, belle, sexy, pleine de vitalité, et ensuite je me sentirai en sécurité ». C'est jamais, jamais, jamais comme ça que ça se passe. D'abord, vous vous mettez en sécurité, vous vous sentez en sécurité, vous développez les ressources comportementales de gestion des émotions, d'affirmation de vous, qui vous permettent d'assurer votre sécurité sur Terre. Et une fois que votre inconscient vous sentira 100% capable de gérer quoi qu'il se passe sur Terre, alors le trouble du comportement alimentaire lâche définitivement. Je le redis, le trouble du comportement alimentaire, dans ces conditions de sécurité maximale, lâche définitivement. Et ça donne quoi quand ça lâche ? L'inconscient n'a plus peur que vous soyez beau, belle, puisqu'il a plus peur que ça attire à vous des agresseurs. Il n'a plus aucun intérêt de vous faire mal manger pour diminuer votre beauté. Il n'a plus peur que votre vitalité attire à vous quelque chose que vous ne sauriez pas gérer, quelque chose qui serait hors budget de ressources, quelque chose qui serait oversize à gérer pour vous, trop grand pour vous par rapport à vos capacités. S'il n'y a plus de problème de vitalité, il n'a plus aucune raison d'utiliser ce trouble du comportement alimentaire pour vous la diminuer. Si votre inconscient a enfin compris que votre charisme et votre côté joie de vivre, ou votre éloquence, ou votre intelligence n'avaient rien à voir là-dedans, et qu'en plus, à partir de maintenant, vous savez ne plus figer, mais au contraire rester en mouvement, vous défendre, vous enfuir avant l'attaque, bref, vous savez gérer ce genre de tentative d'agression, l'inconscient n'a plus aucune raison de diminuer votre intelligence, votre charisme ou votre confiance en vous, ou n'importe laquelle de vos qualités. Donc s'il n'y a plus besoin de les diminuer, il n'y a plus besoin du trouble du comportement alimentaire. Et ça donne quoi ? Ça donne une vie où non seulement votre plein potentiel, tout critère de qualité confondu, où votre plein potentiel est 100% autorisé, est stimulé par votre inconscient. C'est-à-dire que là où il vous envoyait des pensées limitantes et dévalorisantes, là il va vous envoyer des pensées stimulantes. Là où vous envoyez des comportements limitants, dévalorisants, toxiques, il va vous pousser en direction de comportements vraiment enrichissants pour vous, qui vous permettent de grandir en joie, en beauté, en dynamisme. Bref, tous les endroits où l'inconscient mettait sa force pour vous enquiquiner, là, il va mettre toute sa force pour vous diriger vers le bonheur. C'est génial, c'est tout le bien que je vous souhaite. J'en reste là pour aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, je suis psychopraticienne. Vous l'avez compris, j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et tout particulièrement les personnes qui souffrent de ça depuis très très longtemps et qui n'ont pas trouvé de solution ailleurs. J'accompagne aussi les TCA débutants, c'est pas la question, mais ça fait partie de mes spécialités que d'accompagner les cas dits lourds. Si vous avez besoin d'être accompagné ou envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les informations en description de ce podcast.
Tenez bon, c'est possible, vous allez y arriver, j'en suis persuadée. Allez, courage!